Bonjour et bienvenue à tous dans notre rubrique invitée aujourd'hui de la littérature. Nous parlons d'un recueil de nouvelles de l'écrivain marocain et professeur universitaire Khalil Mrarfaoui. Étrange rencontre, où il s'agit d'histoires brèves qui tiennent le lecteur en haleine à travers des rencontres fortuites. Les personnages se croisent et ouvrent parfois même la voie à une confrontation avec soi. En tout cas, c'est comment Khalil Mrarfaoui a imaginé ce recueil de nouvelles. Nous le recevons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir. Alors, l'autostoppeur, la rencontre, le miroir, Caramel, la veillée, c'est un peu les titres, n'est-ce pas, de ces nouvelles dans ce recueil Étrange rencontre. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre ces nouvelles, Khalil Mrarfaoui ? Oui, il y a un fil conducteur. C'est celui, effectivement, qui a donné le titre au recueil, à savoir des rencontres. Alors, ce sont des rencontres faites avec d'autres, mais en réalité, on découvre à la fin que ce sont des rencontres qui aboutissent à une rencontre avec soi. Et donc, la question de qui je suis se pose fatalement à la fin. Est-ce que ces personnages, donc il y en a beaucoup, vous parlez d'abord, est-ce que ces personnages sont réels, fictifs? Et ces histoires-là, est-ce qu'elles sont inspirées finalement de la réalité? Vous parlez en réalité. Alors, il y a, vous savez, c'est dans la littérature, on va un petit peu rendre la réalité un peu fiction. Et donc, il y a nécessairement quelque chose qui vient du réel. Ce réel, ce n'est pas forcément l'histoire elle-même. C'est peut-être un vécu qui a été transformé en une histoire. Par exemple, le premier Caramel. C'est très métaphorique, c'est très, j'oserais dire, philosophique un peu, parce que ça renvoie un petit peu à l'histoire de Kafka, la métamorphose. Mais la question qui se pose est, qui sommes-nous réellement quand les autres nous voient d'une certaine manière? Et cet homme que les autres voient comme un lapin, en réalité, on ne sait même pas à la fin s'il va se résigner et accepter sa condition d'animalité, au fin de compte, parce qu'il s'est bagarré pour être humain, pour prouver aux autres qu'il est humain. Et en fin de compte, il se dit que peut-être que je suis ce que les autres voient que je suis. Alors cette histoire, par exemple, elle date, disons, l'inspiration date d'au moins une trentaine d'années, 25 ans ou 30 ans, quand j'étais en France. Et quand j'ai fait cette rencontre avec la culture française, parce que moi j'ai fait mes études ici au Maroc et puis par la suite je suis parti terminer ma thèse en France. Et une fois là-bas, vous vous confrontez en réalité à d'autres vérités. Et ces vérités, parce que j'étais en langue et littérature française, je connaissais la culture française, la langue française, la grammaire française, mais les autres voyaient en moi l'immigré. Et l'immigré dans le sens d'ouvrier, quel que soit. Donc quand j'étais à la fac, j'étais l'étudiant doctorant. Dès que je sortais de la fac, je devenais un peu l'immigré. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé cette question de quelle est notre réalité, quel est notre être réel, est-ce que ce que nous pensons ou ce que les autres pensent de nous. Mais bien sûr, je n'ai pas voulu trancher, j'ai laissé la porte ouverte, puisqu'on ne sait pas à la fin ce qu'il va devenir de ce lapin. Et cela arrive souvent. Alors, je prends par exemple l'exemple de la dernière nouvelle, et je vous cite, vous dites « Qu'est-ce que cela change aux seules vérités qui comptent? Un homme est mort et quelqu'un a été ému. Pourquoi? Chacun peut trouver son récit. » Donc finalement, en fait, il n'y a pas vraiment de chute à ces histoires. Vous laissez la voix au lecteur pour finir lui-même, à sa manière, le récit qui est le vôtre. Absolument, parce que je n'ai pas voulu faire de ces nouvelles, disons, des moments de moralisation, de sortir avec une morale et de guider le lecteur vers un choix. C'est-à-dire qu'on va vers une situation. Et puis par la suite, chacun peut librement décider que c'est un animal ou c'est un être humain, c'est un frère inconnu pour la dernière nouvelle ou c'est un fossoyeur tout simplement. Et il y a bien entendu aussi la mise en abîme avec, par exemple, la bibliothèque, où quelqu'un vit cette histoire bizarre et puis après il la revit, il la transmet à quelqu'un d'autre. À un certain moment, il aurait pu dire à la dernière personne qu'il a rencontrée que, bon,
cette histoire, en fin de compte, c'est pas vrai. Mais il laisse l'autre vivre cette histoire parce qu'il se dit, je n'ai pas le droit de rompre la chaîne. Et je suis allé sur cette, disons, démarche de amener le lecteur vers des conclusions qui ne ferment pas la porte ou qui n'emmènent pas vers une seule, disons, définition ou une morale, ce que j'appellerais moi une morale. Ou peut-être une vérité. Et justement, vous êtes dans ce questionnement sur... C'est un questionnement éternel, perpétuel, et puis cela peut prendre des années, toute une vie, de l'interrogation sur la vie finalement. Non seulement sur l'identité, et à travers l'identité peut-être. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que cela est pour vous, en sachant que donc, vous êtes professeur universitaire, je fais bien sûr le lien entre l'écrivain et le professeur universitaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on amène cette jeunesse à se poser ces questions-là, ces questions sur la vie, sur l'identité? Alors, vous voyez, je pense que l'élément fondamental, c'est justement ces questions. C'est-à-dire que si on éduque nos enfants à se poser des questions, ils trouveront le chemin. Si on veut leur transmettre seulement des vérités, c'est le gros problème que nous vivons, c'est qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils détiennent une vérité, une seule vérité, et considèrent tous ceux qui cherchent leur chemin comme étant sur le mauvais chemin. Voilà, mauvais chemin, effectivement. Donc pour moi, ces questions sont fondamentales et effectivement, c'était dans cette optique-là que j'ai conçu ces nouvelles. Se poser des questions sur qui sommes-nous, sur l'identité, sur les choix qu'on fait dans la vie, par exemple sur l'autostoppeur, où il y a un Marocain qui rencontre deux racistes. Alors, ce sont deux racistes, mais à la fin, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est à moitié arabe. Et il se rendra compte, alors ça, je ne l'avais même pas pensé, mais c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il y avait ça. Il se rend compte que peut-être le plus raciste, c'est celui qui est à moitié arabe. Et donc, que le racisme n'est pas fondamentalement quelque chose qui est lié à une entité, à quelqu'un, à une culture, mais ça pourrait venir de n'importe qui. Et donc, après, il se dit, bon, le racisme, c'est une situation où on pourrait rencontrer tout le monde, en fin de compte. Et on vous connaît aussi parce que, je tiens à le rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes aussi le co-auteur du premier dictionnaire de la Darija. Du dictionnaire monolingue. Monolingue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un dictionnaire d'abord monolingue? Et justement, puisqu'on parle d'identité, puisqu'on parle de rencontres, il y a eu le débat sur la Darija. Aujourd'hui, il y a le débat sur l'apprentissage des matières scientifiques en langue arabe. Alors, en tout cas, vous restez, en tant que linguiste aussi, très proche de cette question de la langue et de l'identité, sa relation avec l'identité. Tout à fait. Et la question de la Darija est une question d'identité. Concernant le dictionnaire, d'abord, sur la question ce que c'est qu'un dictionnaire monolingue, la Darija a plusieurs dictionnaires, mais c'est généralement des dictionnaires passant d'une langue à une autre. C'est-à-dire que la Darija est expliquée aux Espagnols, aux Français, aux Américains. Et là, c'est le premier dictionnaire où les définitions sont données en Darija. C'est-à-dire qu'on fait de cette langue une langue qui peut, disons, s'expliquer elle-même, présenter des contenus dans cette langue-là. Et ça c'est une nouveauté parce que nous vivons un petit drame au Maroc, c'est que nous avons deux niveaux de langue ou deux variétés de langue, certains disent deux langues carrément, à savoir la langue maternelle, qui est la langue Darija, celle dans laquelle on grandit dans la famille, et puis la langue scolaire, qui est l'arabe standard. Certaines personnes considèrent cette langue standard comme la seule véritable langue, alors que la véritable langue, c'est la Darija. Et si on voulait être un peu logique, on serait allé jusqu'à l'enseigner. Mais en tout cas, il est recommandé par tous les spécialistes de commencer toujours l'enseignement par la langue maternelle, qui est Darija ou Amazigh au Maroc, parce qu'il y a aussi l'Amazigh, et puis par la suite aller vers une langue qui serait une langue transnationale, c'est-à-dire entre plusieurs pays arabes, et il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. Mais c'est vrai, là aussi, les nouvelles, c'est aussi une langue, qui est la langue française. Et je tiens à dire que j'aurais pu l'écrire aussi en Darija ou en arabe même, mais on ne questionne pas cette... En fin de compte, la question de la langue, c'est l'outil dont on dispose. Moi, j'ai fait mes études en français, donc je me trouve à l'aise pour
écrire en français, mais je ne m'interdis pas d'écrire en arabe et je le ferai, Inch'Allah, je le ferai. Ce qui est important en fin de compte, c'est ce qu'on dit et ce qu'on veut transmettre comme message. Et la langue, ce n'est qu'un outil pour une langue qui est une langue étrangère, et c'est plus qu'un outil quand c'est une langue maternelle. Quand c'est une langue maternelle. Et je rappelle donc ce recueil de nouvelles de notre invité aujourd'hui, Khalil Mralfaoui, Étrange rencontre aux éditions Virgule. Merci beaucoup Khalil Mralfaoui d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.